Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditeurs, amis citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Cette chronique va être consacrée à la question noire aux États-Unis, un texte écrit par Christian Eschen. Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots sur ce qui s'est passé samedi dernier à Paris avec le meeting pour le 120e anniversaire de la loi de 1905, soutenu par une trentaine d'associations, d'organisations, de syndicats. La salle ENAF de la Bourse du Travail de Paris était comble, des gens étaient assis sur les marches, et les 30 organisations qui soutenaient cette initiative ont pris la parole, chacune, à sa manière, pour venir apporter son soutien à la défense de la laïcité institutionnelle, en dehors de toutes les extravagances qu'on a pu entendre ces dernières décennies sur la laïcité plurielle, etc., j'en passe, et des meilleurs, et dont la traduction avec la loi séparatisme, la manipulation totale de la loi de 1905 pour donner cette loi séparatisme a été effectivement dénoncée par de nombreux intervenants. Et ce matin, par exemple sur France Inter, on entend des émissions pour célébrer le 120e anniversaire de la loi de 1905. On fait venir M. Attal pour parler de ça. Et d'une certaine façon, il explique là encore comment la vision de ces gens-là de la laïcité n'a qu'une seule fonction, être instrumentalisée pour discriminer les musulmans. C'est donc un des très, très gros problèmes que nous avons aujourd'hui. Voilà, j'y reviendrai puisque dans de prochaines chroniques, j'utiliserai un certain nombre des déclarations qui ont pu être faites dans ce meeting du 6 décembre à Paris, notamment les interventions qui ont été faites au nom de l'Association internationale de la libre pensée. Donc cela, nous y reviendrons dans de prochaines chroniques. Voilà. Je voudrais simplement préciser, pour terminer sur ce point, que le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée Dordogne était présent avec 3 de ses militants à ce meeting de Paris, donc samedi dernier. Alors j'en viens à la question noire aux États-Unis, texte rédigé par Christian Eschen. C'est un document d'une dizaine ou une quinzaine de pages qui est disponible sur Internet, sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, mais également sur les pages Calaméo de la FNLP et sur le site du Grand Soir, accessible gratuitement, bien évidemment. Alors voici comment commence ce texte. Cet article poursuit une réflexion engagée par la publication de mon étude Malcolm X, une destinée brisée. Donc Christian Eschen avait déjà écrit auparavant. Il sera suivi d'une autre présentation sur Frantz Fanon. Cela traite sous des angles différents mais complémentaires de la question noire et comment la faire triompher dans le monde comme une solution et non comme un problème, c'est-à-dire en essayant de répondre à la problématique de la question noire. Aux USA, contrairement à la France et à l'Angleterre, il s'agit bien d'un problème de minorité, mais en aucun cas d'une question coloniale ou d'immigration. Au moment de la traite des esclaves, les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale, ni en Afrique, ni ailleurs. Ce qui n'était pas le cas des autres pays cités, la France et l'Angleterre. En France, il y a vraiment, véritablement, une question coloniale, et ce ne sont pas les billes versées sur l'intégration, assimilation, qui peuvent régler en quoi que ce soit le problème. Les indigènes de la République ont raison, au moins là-dessus. Nous sommes ici parce que vous étiez là-bas. Ce qui ne peut s'appliquer pour les USA. Il y a bien sûr des aspects communs prégnants, le racisme, la xénophobie, les discriminations, le refus de l'égalité. Mais cela s'inscrit dans une autre nature des choses. Aux USA, le peuple noir est une partie constitutive de la nation nord-américaine. On ne peut pas dire cela des immigrés en France au moment de la constitution de la nation à partir de 1789. Mais là aussi, en France comme aux USA,
C'est l'esclavage qui a permis l'accumulation primitive du capital pour réaliser le capitalisme et la bourgeoisie dominante. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier que l'immigration est partie constituante et intégrante de la France comme pays, car c'est la France qui a voulu étendre son emprise par et sur les colonies, et le choc en retour était inévitable comme conséquence directe. Il faut aussi noter que cela existe par le fait que l'immigration est partie constituée et intégrée dans la classe ouvrière, qui demeure la seule force de progrès pour changer la société et bâtir un monde nouveau d'émancipation intégrale. Aux USA, entre le noir et le noir, il y a le blanc, obligatoirement. Tout est en référence avec le blanc. C'est pour résoudre cette question que Malcolm X a substitué au problème des droits civiques qui restaient sur le sol du pays et qui étaient une imitation du blanc, celui des droits de l'homme, qui passait par l'internationalisation du combat pour la pleine émancipation, et cela passait par l'Afrique. La question du panafricanisme permettait une relation directe entre le noir et le noir, sans plus passer par le blanc. Pour Malcolm X, revendiquer l'égalité avec les blancs, c'est demander le droit d'être blanc, alors qu'ils revendiquent le pouvoir des noirs pour décider par eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. Partie constituante de la nation nord-américaine, les noirs doivent revendiquer le droit de dire ce que doit être l'Amérique, ou ne plus être, et pas seulement d'être une, entre guillemets, pièce rapportée, que l'on consulte au mieux pour la forme. Aux Caraïbes, le nationalisme noir se développe d'abord dans la petite bourgeoisie intellectuelle qui sert d'interface entre les descendants des esclaves, la majorité de la population, et la bourgeoisie blanche. James, à qui cet article doit beaucoup, et dont je ferai beaucoup de citations, note que cette petite bourgeoisie noire va d'abord s'expatrier en Afrique pour affirmer son existence et se débarrasser des oripeaux des Blancs. Et dans le même temps, les Noirs vont s'approprier le terrain du cricket ou d'autres sports pour affronter les Blancs oppresseurs, un peu comme les esclaves utilisaient la religion chrétienne de leur maître pour se sentir égaux avec eux. La rupture passera non par l'athéisme, mais par l'islam, voir l'article que Christian Eichen a écrit sur John Mayall ou sur Malcolm X, que des articles déjà cités. La lutte contre l'oppression est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu. La révolution d'octobre 1917 va être un appel d'air à la lutte des Noirs un peu partout dans le monde. L'international communisme, le Comintern, va impulser un véritable travail noir et il y aura un bureau nègre, entre guillemets, dans l'international syndical rouge. Quand le stalinisme les fera rallier au Front populaire et à la défense de l'impérialisme blanc après ce qu'on appelle la troisième période, les dirigeants noirs comme George Padmore s'en détournent. Il est même exclu pour avoir critiqué la, citation, « mise en sommeil du travail nègre ». Pour Staline, il ne fallait pas effrayer la bourgeoisie blanche en mobilisant les colonisés et opprimés. Ainsi, après 1941, et aussi après avoir renvoyé dos à dos les plutocraties anglo-saxonnes, françaises et allemandes, et le début de l'opération Barbarossa, le PCF déclamera son amour de l'Empire français. L'Union nationale sacrée et patriotique passait par l'abandon de l'émancipation des colonies. Quand le Parti communiste américain tourne brutalement pour soutenir Roosevelt et l'effort de guerre en juin 1941, après le début de Barbarossa, les Noirs le désertent en masse. Sur les 2000 membres noirs de l'État de New York, 80% démissionnent. Il en est de même dans tous les USA. La concentration des esclaves dans les manufactures sucrières, comme à Saint-Domingue par exemple, amenait les Noirs à ressembler de plus en plus au prolétariat moderne et non plus à des paysans. Ils allaient nécessairement emprunter les mêmes voies et moyens que le prolétariat révolutionnaire. Plus ils étaient intégrés dans le processus de production, plus on leur déniait d'avoir des droits démocratiques et politiques. En quelque sorte, plus ils étaient intégrés, plus ils étaient expulsés, ce qui provoquait une tension politique croissante. Citation donc de James. L'histoire politique passée des nègres fournit des indications non négligeables sur le sens que pourrait prendre leur évolution politique. Le mouvement de Garvey, un des plus puissants mouvements politiques de masse jamais vu aux États-Unis, dissimulait derrière le slogan fantaisiste et réactionnaire de « Retour en Afrique » l'aspiration, révolutionnaire dans son essence, à un État nègre. Les nègres ne désirent
pas plus retourner en Afrique que leur propre chef, que les Juifs allemands ne voulaient avant Hitler aller en Palestine. Fin donc de la citation de James. Il poursuit. Pour expliquer que le peuple noir voulait vraiment sa liberté et ne subsistait pas passivement son esclavage. Dès le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, les Noirs sont dans le combat révolutionnaire. Nouvelle donc citation. Les nègres pensaient qu'avec cette guerre pour la liberté, ils pouvaient gagner la leur. On estime que parmi les 30 000 hommes de l'armée de Washington, 4 000 étaient des nègres. La bourgeoisie américaine n'en voulait pas, mais ils s'y imposèrent. Les nègres de Saint-Domingue aussi combattirent dans cette guerre. Lorsque la monarchie française apporta son aide à la Révolution américaine, les nègres des colonies françaises s'engagèrent dans le corps expéditionnaire français. Sur les 1900 soldats français qui reprirent Savannah, 900 étaient des volontaires originaires de la colonie française de Saint-Domingue. 10 années plus tard, certains de ces hommes, Rigaud, André, Lambert, Beauvais et d'autres, certains mentionnent également Christophe, avec l'expérience politique et militaire acquise, seront parmi les principaux dirigeants de la Révolution de Saint-Domingue. Bien avant que Karl Marx ne proclame « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », la Révolution était internationale. Dans la Civil War, la guerre de sécession, les Noirs sont là aussi à combattre contre l'esclavage. Lincoln dira clairement que sans les troupes noires, le Nord n'aurait jamais pu vaincre tant la perte d'hommes pour le Sud que le gain pour le Nord. On estime à 220 000 Noirs le nombre de ceux qui se battirent dans les rangs de l'Union. Le peuple noir a réellement forgé la nation nord-américaine. C'est le mouvement ouvrier anglais, poussé par Marx, qui soutenait Lincoln, qui rendit impossible l'entrée en guerre de l'Angleterre aux côtés du Sud, ce qui était le projet des Tories britanniques. Cela nourrit le combat des Noirs pour l'émancipation intégrale. Pour l'Empire britannique, il fallait plutôt un concurrent divisé entre le Nord et le Sud, donc affaibli, qu'un seul pays puissant et uni contre ses intérêts économiques, commerciaux, militaires et politiques. James note ainsi « Les mots de liberté, égalité, fraternité, criés par des millions de Français à plusieurs milliers de kilomètres, ont tiré de leur torpeur un demi-million d'esclaves. Ces derniers ont été une préoccupation pour l'Angleterre pendant 6 ans et, pour citer Fortescue à nouveau, ont pratiquement détruit l'armée britannique. Qu'en est-il aujourd'hui des nègres en Afrique ? Ceci n'est qu'un simple aperçu. Afrique occidentale française. Entre 1926 et 1929, 10 000 hommes se sont enfuis dans la forêt pour échapper à l'esclavage français. Afrique équatoriale française, 1924, révolte, 1924-1925, révolte, 1000 nègres tués, 1928, juin-novembre, soulèvement dans la Haute-Sangha, 1929, un soulèvement dure 4 mois et les Africains mettent sur pied une armée de 10 000 hommes. Afrique de l'Ouest britannique, 1929, révolte de 30 000 femmes au Nigeria, 83 tués, 87 blessés. 1937, grève générale sur la côte de l'Or. Les agriculteurs sont rejoints par les dockers et chauffeurs de camions. Congo belge, 1929, révolte au Rwanda-Urundi, des milliers de tués. 1930-1931, révolte de Bapendi, 800 personnes massacrées à Kwanga. Afrique du Sud, 1929, grèves et émeutes à Durban. Le quartier noir est encerclé par les troupes et bombardé par les avions. Depuis 1935, il y a des grèves générales, avec des fusillades contre les nègres, en Rhodésie, à Madagascar, à Zanzibar. Aux Antilles, il y a eu des grèves générales et des actions de masse que ces îles n'avaient pas connues depuis la fin de l'esclavage, une centaine d'années auparavant. En 1776, l'impulsion initiale ne fut pas donnée par les masses nègres. La Révolution américaine aurait connu le même sort si aucun nègre n'avait vécu aux États-Unis. Cependant, dès que commença la lutte révolutionnaire, les nègres obligèrent la bourgeoisie révolutionnaire à inclure les droits des nègres dans les droits humains. Ils jouèrent un rôle important dans les affrontements militaires de la Révolution. Dans le Sud, au sein du mouvement agraire des années 1890, les quelques 1 250 000 paysans et semi-prolétaires nègres organisés de manière indépendante au sein de l'Alliance nationale des fermiers de couleur, constituèrent une aile active et puissante du mouvement populiste. Ils furent des partisans actifs de la scission avec le Parti républicain et du projet de construction d'un 3e parti ayant des objectifs sociaux et économiques. Fin de citation donc de James.
quand le mouvement abolitionniste de l'esclavage apparaît en 1831, lancé par Garrison. Il se développera rapidement. Le Sud va alors réprimer férocement toute tentative de révolte, alors inexorablement la fuite massive vers le Nord va se développer et s'organiser à travers ce que l'on va appeler l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin ou le réseau clandestin pour la liberté. Des milliers de Noirs et de Blancs vont risquer leur vie pour les aider avec comme seul objectif rejoindre le Nord. Des milliers rejoindront aussi les Indiens où ils seront très bien accueillis. Entre opprimés, on se comprenait. Entre 1830 et 1860, on estime à 100 000 esclaves noirs qui se réfugièrent dans le Nord. Pendant ce temps-là, les républicains du Nord négociaient avec les démocrates du Sud pour trouver un accord sur le dos des esclaves par le Fugitive Slave Act qui redonnait les esclaves en fuite aux esclavagistes, mais l'exode massif réduisait à néant toutes ces combinaisons honteuses et barbares. On a beaucoup glossé sur l'adoption du 13e amendement de la Constitution décidé par Lincoln. Mais l'émancipation des Noirs n'était que celle dans les États confédérés et en rébellion avec l'Union. Une liste précise fut établie en désignant nommément des paroisses et des comtés. Et non dans tous les États-Unis et dans les États nouvellement constitués à l'Ouest. Le 14e amendement proclamera que les Noirs sont reconnus comme des citoyens des États-Unis. C'est la mobilisation noire dans et après la guerre civile, qui finit par imposer le 15e amendement, qui donnait le droit de vote à tous les Noirs, mais qui fut quasiment combattu et vidé de son sens très rapidement par la législation raciste et discriminatoire dite Jim Crow, juste après la Reconstruction. La guerre de sécession, Abraham Lincoln, Karl Marx et l'AIT, l'Association internationale du travail. Lors de la guerre civile, Karl Marx et la Première internationale étaient pour soutenir l'Union contre le Sud de manière très nette et ferme. Sous la dictée de Marx, l'Alliance internationale des travailleurs a envoyé une déclaration de soutien et de félicitations à Abraham Lincoln pour sa réélection en 1864. Rappelons que s'il avait été élu en 1860, c'était aussi le produit de la division du camp démocrate qui avait 2 candidats à la présidentielle. L'élection de 1864 se chargeait d'un autre contenu. Marx considérait que si l'émancipation des esclaves était obtenue, cela constituerait un grand pas en avant pour la classe ouvrière et que cette question devenait centrale pour l'AIT. Il considérait que la lutte était entre le travail libre et l'esclavage. Et en 1861, il écrivait « La lutte a éclaté parce que les 2 systèmes ne peuvent plus coexister pacifiquement sur le continent nord-américain. Elle ne peut se terminer que par la victoire de l'un ou de l'autre. » La déclaration proclamait comme un principe « travail libre, terre libre, homme libre ». Elle dénonçait que pour la première fois, une rébellion armée se faisait au nom de l'esclavage. Et elle considérait que si la guerre d'indépendance 1775-1783 avait permis l'essor de la bourgeoisie, la guerre contre l'esclavage aura le même effet pour la classe ouvrière. Il faut observer que les générations des descendants des émigrés européens étaient plus préoccupés par l'amélioration de leurs conditions de travailleurs et de se doter d'une véritable représentation politique que de se procurer des terres. Marx et Engels estimaient que la fin de l'esclavage devait aboutir à la conquête de nouveaux droits politiques et sociaux pour l'ensemble des opprimés, quelle que soit leur couleur. En clair, que la guerre civile pouvait se transformer en révolution sociale. Lincoln répondit à l'AIT en la remerciant de son soutien par l'intermédiaire de Charles Francis Adams, ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne. Citation. Dans le conflit qui les oppose aux rebelles partisans du maintien de l'esclavage, les États-Unis considèrent leur cause comme celle du genre humain et puisent dans les déclarations des travailleurs d'Europe de nouveaux encouragements. Fin de citation. Tant que les sudistes purent maintenir près de 400 000 hommes sur les champs de bataille, la sécession pensait pouvoir durer, en profitant des contradictions du Nord, mais la radicalisation des Noirs emportait tout. Si Lincoln était plutôt philosophiquement contre l'esclave, même s'il, citation, était contre de faire des nègres des électeurs ou des jurés, non plus que de les habiller à occuper des charges ou à se marier avec des blancs, fin de citation, sa motivation profonde était qu'il désapprouvait la surreprésentation du Sud à la Chambre des représentants, car celle-ci était calculée en intégrant le nombre de Noirs esclaves, alors que le Sud ne les considérait pas comme des citoyens pouvant voter. Un Noir comptait pour 3/5 d'un Blanc.
La guerre eut lieu pour le Nord, d'abord, pour la préservation de l'Union, ensuite, comme le disait Hegel, le contingent réalisa le nécessaire, le combat prit la forme et le contenu d'une guerre contre l'esclavage. Le Parti républicain avait été constitué suite à la tentative des partisans du Sud d'imposer l'esclavagisme dans le Kansas, constitué en État en 1854, et cela vit une montée en masse dans tout le pays pour contrer cette offensive réactionnaire. Puis ce nouveau parti se chargea d'un contenu politique et social dans une continuité logique pour défendre le travail libre et interdire l'esclavage dans les États qu'il contrôlait. De fait, l'esclavage des Noirs fut contenu et géographiquement limité au Sud, d'où l'impérieuse nécessité pour les esclavagistes de conquérir politiquement de nouveaux États créés lors des dépassements de la frontière pour accroître leur puissance et résister à la force du Nord. À partir du moment où l'affrontement se faisait dans le même espace géographique, étroitement imbriqué et non délimité par des éléments comme la mer, la guerre était inévitable. De plus, le Parti républicain était pour la réforme agraire, semi-socialiste, qui imposait que tout homme souhaitant devenir fermier devait se voir doté de terres dans les États fédéraux, ce qui devient une loi en 1862. Cela était naturellement interdit pour les Noirs dans le Sud. Lincoln considérait que la cohabitation, travail libre et esclavage ne pouvaient pas durer durablement. Les révolutionnaires de 1848, qui avaient fui l'Europe, qui les pourchassaient, participaient à la lutte militaire de l'Union. C'est ainsi que 200 000 Allemands combattront pour le Nord. Il y aura même des régiments spécifiquement de langue allemande, où 36 000 de ces 200 000 revêtiront l'uniforme bleu. Beaucoup, proches de Marx, avaient été membres de la Ligue des communistes outre-Rhin. Mais s'il y avait 180 000 Noirs dans l'armée des Bleus et 10 000 dans sa marine, contrairement aux Européens émigrés, notamment les Germano-américains et Irlando-américains, il n'y eut qu'une centaine qui furent officiers, surtout en qualité de médecins et d'aumôniers. Après la bataille décisive de Gettysburg, la citoyenneté était accordée facilement aux immigrants protestants venant de l'Europe du Nord, ce qui n'était pas le cas pour les esclaves libérés. Et je vais commencer, et sans doute pas aller jusqu'au bout du paragraphe intitulé « Le peuple noir et le mouvement ouvrier ». Par la place qu'ils occupent en tant que section la plus opprimée du prolétariat et du fait de leur conscience et de l'oppression nationale, les nègres se sont toujours montrés dans leur ensemble fortement enclins à rejoindre les organisations ouvrières. Je précise que c'est une citation et que c'est pour cette raison que le terme « nègre » apparaît très fréquemment dans ces textes. L'exclusion des nègres de l'American Federation of Labor, AFL, correspondait à la période de collaboration de classe pratiquée par la direction de l'AFL. Quand l'Industrial Workers of the World déploya le drapeau du syndicalisme militant parmi les sections les plus opprimées et les plus exploitées de la population laborieuse, les travailleurs nègres affluèrent dans ses rangs et à sa tête. De plus, donc l'Industrial Workers of the World fournit aux nègres un programme social pour la régénération de la société, tâche à laquelle les nègres se sont toujours montrés très réceptifs. Eugène Debs qui a été cité récemment par le nouveau maire de New York. C'était une petite incise. Donc Eugène Debs, 1855-1926, était syndicaliste et militant politique. Il participa à la fondation des Industrial Workers of the World et fut candidat du Socialist Party à la présidentielle à cinq reprises. Sur la question noire, Debs résumait sa position ainsi. « Nous n'avons rien de spécial à offrir aux nègres et nous ne pouvons lancer des appels séparés à destination de chacune des races. Le Socialist Party est le parti de la classe ouvrière dans son ensemble, sans aucune considération de couleur. » Debs pouvait cependant passer pour un défenseur des Noirs au vu du racisme qui imprégnait alors le mouvement socialiste et notamment de larges fractions de son parti. Ahmed Sofki précise « Debs expliquait pourtant que les Noirs ne recherchaient pas l'égalité sociale avec les Blancs et que le socialisme ne forcerait pas ceux-ci à s'unir aux Noirs dans la sphère privée. La revendication de l'égalité sociale était à ses yeux un chiffon rouge agité par les classes dirigeantes pour diviser les travailleurs. » Fin de citation donc de Ahmed Sofki. Les idées de Trotsky sur la question nègre se sont très clairement exposées, bien qu'incomplètement, dans une discussion datant de 1939. En abordant le travail nègre, Trotsky se fondait sur les sentiments des masses nègres aux États-Unis et sur le fait que leur oppression, comme nègre, était si intense qu'ils la ressentaient à chaque instant.
de tous ceux qui souffrent de l'oppression et de la discrimination, les nègres ont été de tout temps les plus opprimés et les plus discriminés, et de ce fait, ils constituent les éléments les plus dynamiques de la classe travailleuse. Le parti devait dire aux éléments conscients parmi les nègres qu'ils ont été convoqués par le processus historique pour prendre leur place à l'avant-garde de la lutte de la classe travailleuse pour le socialisme. Trotsky pensait aussi que si le parti était incapable de trouver une voie pour atteindre cette couche de la société au sein de laquelle les nègres occupaient, à ses yeux, une place très importante, cela constituerait un aveu de sa faiblesse révolutionnaire. Et je termine par ce dernier petit paragraphe. Bien que conscient de leur rôle dans l'avant-garde, Trotsky mit toutefois l'accent sur la conscience qu'avaient les nègres d'être une minorité nationale opprimée. Quand l'occasion se présentait, il insistait toujours sur les conclusions politiques qui devaient être tirées du statut social des nègres dans le capitalisme américain depuis 300 ans. Il annonçait souvent que des explosions raciales violentes pourraient avoir lieu et qu'à ces occasions, les nègres se vengeraient de l'oppression, des humiliations subies. Fin donc de cette chronique et fin provisoire donc de cette citation. Je rappelle donc cette citation et datant donc des années 30, le terme nègre est employé à l'époque couramment pour désigner les Noirs. Voilà. Alors, je vous propose d'en venir maintenant au choix musical et j'ai choisi cette chanson de Miriam Makeba sur Malcolm X que je vous propose donc d'écouter maintenant. Everybody seems to be preaching revolution, though no one ever seems to show appreciation to that man over there who brought about a new generation. Yeah, to that man who brought about a new black nation. Do you remember Malcolm? Do you remember him, Malcolm? Yeah, brother Malcolm. Don't you know he was a great man? Oh yeah. Oh yeah. He tried to keep the people away from oppression. For liberation, yeah, yeah. Until that man with a gun took away his devotion, yeah, yeah. He left his wife and kids without protection. Do you remember Malcolm? Do you remember him, Malcolm? Yeah, brother Malcolm. To go together. Well, for me in my heart, Malcolm will live forever. Yeah, yeah. Especially when I think about the blackness he reflected. Yeah, yeah. I said especially when I think about what he represented. Do you remember? Nous arrivons au terme de cette chronique pour ce lundi 8 décembre 2025 et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Remercions Simon pour la technique de cette chronique sur Radio Libre en Périgord.
elle tient ton glaive